Le dernier exposé qui sera présenté par Céline Romainville et Léna Géron. Céline Romainville, donc qui sont toutes les deux des co-organisatrices de ce beau colloque. Céline Romainville, professeure de droit constitutionnel à l'université de Louvain. Elle co-dirige le Centre de recherche sur l'État et la Constitution. Elle enseigne le droit constitutionnel et le droit des droits fondamentaux. Et sa thèse de doctorat portait sur le droit de participer à la vie culturelle et aux politiques culturelles en droit constitutionnel et en droit international. Et ces recherches sont assez vastes, portent sur la séparation des pouvoirs, le droit des droits fondamentaux, le fédéralisme belge, les liens entre droit constitutionnel, droit européen, la justice constitutionnelle, les droits culturels, la confiance dans les institutions politiques. Nous y sommes évidemment. Et j'ajoute que son expertise est régulièrement sollicitée par la presse et par les institutions elles-mêmes. Léna Géron, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme étudiante, est doctorante au Centre de droit public de l'Université de Liège sous la supervision de Frédéric Bouon, voilà, qui est son patron de thèse. Ses recherches portent sur la relation de confiance entre les membres des parlements et leurs représentants, dans une perspective de droit constitutionnel belge, et examinent comment l'enjeu de la confiance a pu refaçonner le mandat parlementaire avec des changements législatifs en matière d'éthique, de déontologie, de rapprochement des élus et de leurs représentés. Le titre de votre intervention est « La confiance dans les institutions politiques, la part du droit », ce qui suppose donc qu'il y a une autre part que celle du droit, mais vous allez nous expliquer cela. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, notre intervention d'aujourd'hui fait écho à un livre que nous finalisons, plutôt que nous tentons de finaliser, dont l'objectif est de proposer des éléments pour une théorie de la confiance en droit constitutionnel. Alors, il s'agit vraiment d'un work in progress, donc tous vos retours sont les bienvenus, et on testera ici plutôt certaines hypothèses par rapport à ce livre qui devrait un jour arriver, plutôt que de formuler des conclusions définitives. Donc notre objectif, l'objectif de notre recherche, était donc de saisir le rôle et la portée de la confiance en droit constitutionnel et en retour de formuler certaines hypothèses sur le rôle du droit constitutionnel dans les pratiques de confiance, même si, comme la professeure Baratas l'a bien rappelé, il s'agit surtout d'une question empirique, donc c'est plutôt d'identifier des objets pour la recherche empirique. Vaste programme, grand défi, car dans cette matière, et le professeur Laughlin l'a bien souligné, les auteurs se limitent souvent à constater que la confiance est essentielle, fondamentale, mais sans aller beaucoup plus loin, et sans identifier précisément le rôle joué par cette notion dans le droit constitutionnel et dans les théories du constitutionnalisme. L'approche interdisciplinaire s'imposait donc, la mobilisation des sciences sociales et politiques était nécessaire pour cartographier les relations de confiance en droit constitutionnel et pour ensuite les problématiser. L'intégration des apports des théories démocratiques nous est également rapidement apparue comme étant tout à fait incontournable, et le professeur Laughlin l'a bien démontré tout à l'heure. En l'absence de théories juridiques autonomes de la confiance dans les institutions politiques, les juristes s'appuient pour comprendre cette notion et le rôle qu'elle joue sur les théories démocratiques, à la fois les théories démocratiques normatives et les théories normatives plus explicatives, les théories démocratiques plus explicatives. Dans le cadre restreint de cet exposé, je ne vais pas revenir sur l'état de l'art que nous avons réalisé de la littérature en sciences sociales et politiques sur la question de la confiance dans les institutions politiques, et je ne reviendrai pas plus amplement sur les liens entre confiance et démocratie. Je me réfère ici à nos écrits et surtout aux excellentes interventions précédentes. Il faut néanmoins garder à l'esprit pour le reste de notre contribution quelques éléments sur la position du problème de la relation entre confiance et démocratie. Donc, avec l'avènement de l'idée de souveraineté populaire et de démocratie, la relation entre confiance et pouvoir politique va être repensée à frais nouveaux. On ne peut plus, en effet, imaginer le pouvoir en rapport avec une confiance accordée à un individu sans limite, et la notion de légitimité démocratique éclipse progressivement celle de la question de la confiance. Pourtant, cette éclipse n'est pas totale, et en réalité, elle ne l'a jamais été. Finalement, les théories de la démocratie entretiennent un rapport ambivalent avec la confiance, et on l'a déjà un peu abordé. D'une part, elles sont construites sur un présupposé de méfiance
à l'égard du pouvoir politique, qui est caractéristique de la démocratie libérale, comme l'a bien montré Pierre Rosanvallon dans La contre-démocratie et d'autres auteurs, évidemment. C'est la méfiance et le soupçon vis-à-vis du pouvoir qui sont au cœur d'institutions démocratiques qui pensées comme surtout des institutions de contrôle. Mais d'autre part, malgré cette focalisation sur la méfiance, les théories démocratiques prescrivent une forme de confiance dans les relations qui se nouent dans les systèmes politiques, ou à tout le moins la postulent, afin de garantir la possibilité de former et de maintenir un gouvernement. La confiance apparaît ainsi comme une nécessité pratique. Elle est essentielle au maintien d'un régime qui, au contraire d'autres, ne peut se maintenir en faisant uniquement appel à la peur ou à l'autorité brute ou au pouvoir brut, comme on vient l'a rappeler juste avant. Une certaine confiance dans le respect d'une forme d'éthique politique est en outre une nécessité pratique. Et d'ailleurs, Jelinek, dans sa théorie générale de l'État, tout à la fin, développe ce point, rappelant que tout ce qu'il a développé ne peut se maintenir s'il n'y a pas d'éthique politique. J'approfondirai ici deux questions avant de passer au reste de la contribution. D'une part, le fait que la relation de confiance a toujours été centrale dans le gouvernement représentatif, et d'autre part, les liens entre confiance et responsabilité. Premièrement, la relation de confiance dans le gouvernement représentatif a changé d'objet. Bernard Manin a bien décrit l'évolution de la relation de confiance dans les régimes représentatifs, aux origines du parlementarisme. La relation de confiance est plus directe. Le représenté a confiance dans une personne particulière qu'il sait identifier. On est dans de la confiance interpersonnelle. Avec l'émergence des structures de parti, le lien de confiance se transforme. Le représenté choisit son représentant parce qu'il est membre d'une certaine communauté, d'un parti, et il place en fait sa confiance dans celui-là. Enfin, Bernard Manin écrit qu'on se situe aujourd'hui dans une démocratie du public, même si celle-ci a encore sans doute évolué, où l'image reflétée par les médias est devenue primordiale, ce qui entraîne en fait une repersonnalisation du lien de confiance et quelque part un retour de la figure du trustee. Les représentés placent leur confiance dans les représentants, à nouveau en raison de caractéristiques personnelles. Voilà pour les théories explicatives descriptives. Mais il faut tout de suite dire que dans les théories normatives de la représentation, la confiance n'est pas du tout aussi fort développée que dans les théories de Manin, par exemple. Quand on définit la représentation comme une relation qui institue, autorise, conduit à rendre des comptes et à contrôler, et peut être sanctionner, on ne parle pas en fait de confiance. D'autre part, confiance et responsabilité. La confiance relie le pouvoir à la responsabilité. L'objet de la responsabilité politique, et donc ce qui détermine les contours du pouvoir, c'est bien la confiance de l'Assemblée élue dans un régime parlementaire, et notre contribution se concentre sur les régimes parlementaires, de l'Assemblée élue envers le gouvernement, ou plus précisément la persistance de l'identité de volonté entre gouverné et son représentant, le gouvernant. Plus largement, la responsabilité politique est bien un mécanisme d'imputation, en tout cas pensé comme un mécanisme d'imputation, qui doit être considéré comme assumant la fonction de garantir, de manière générale, le maintien de la confiance publique. On a pu écrire que le bon fonctionnement du système exige tout simplement la responsabilité politique, qui est une responsabilité souvent du fait d'autrui. L'expression la plus brute du lien entre confiance, responsabilité politique et pouvoir est la règle suivant laquelle la perte de confiance du Parlement implique l'obligation de démissionner. Par ailleurs, sur un autre plan, on retrouve une forme de présomption de confiance au cœur de la responsabilité. Dans les régimes parlementaires, la confiance est décrite comme une relation pratique de coopération entre Parlement et cabinet qui prend pour fondement la nécessité commune de faire proposer et adopter des lois. Et d'ailleurs, cela dit, petite parenthèse, même dans les régimes présidentiels, la confiance reste au cœur de la relation à l'exécutif. Ainsi, dans la procédure d'impeachment américaine, ce qui peut être reproché au président recouvre des violations, notamment de sa charge of trust. Je me référais aussi à Pageholt, qui rappelle que la fin de la Constitution anglaise est de faire rentrer 15 hommes respectables dans une pièce décrépite de Downing Street, mettant ainsi en avant la recherche de la confiance dans le gouvernement et dans une forme de possibilité de gouverner.
Voilà donc pour ce bref rappel, et je vais passer maintenant aux 2 questions que l'on va traiter plus précisément. D'abord, la conceptualisation et la problématisation des relations de confiance en droit constitutionnel en se concentrant sur la question de savoir quel est l'objet de ces relations. Et ensuite, dans une deuxième partie, le potentiel du droit constitutionnel dans la fabrique de la confiance. Nous examinerons aujourd'hui, nous nous limiterons, entre guillemets, à 3 relations de confiance. La relation de confiance entre représentants et représentés, entre Parlement et gouvernement, et entre gouvernants et gouvernés. Et je passe la parole à Léna pour la première relation. Merci Céline. Alors, concernant la première relation de confiance que je vais examiner en droit constitutionnel, c'est celle qui lie les représentants à leurs représentés. Et comme l'a dit Céline, on va voir en droit constitutionnel comment se formalise l'objet de cette relation de confiance. En réalité, le droit constitutionnel, concernant l'objet de cette relation de confiance, il va exclure le mandat impératif et les instructions à valeur juridiquement obligatoire. En d'autres termes, l'objet de la confiance que les représentés portent à leurs représentants ne peut pas concerner des promesses électorales ou des programmes. Bien sûr, ces promesses électorales, ces programmes existent, mais le droit constitutionnel ne permet pas que leur non-respect ne soit légalement sanctionné. Il en résulte que les élus doivent délibérer dans l'intérêt général. C'est donc ça l'objet de la confiance entre représentants et représentés, c'est le fait que les représentants doivent délibérer dans l'intérêt général. Oui, pardon. C'est ainsi, par exemple, que l'article 42 de notre Constitution belge prévoit que les membres des 2 chambres représentent la nation et non uniquement ceux qui les ont élus. Au-delà, le droit constitutionnel ne semble apporter que très peu de réponses concernant cet objet de confiance. Toutefois, on remarque, notamment en Belgique, mais c'est aussi vrai dans d'autres démocraties occidentales, que depuis environ une trentaine d'années, le droit constitutionnel va réinvestir la question de l'objet de la confiance des représentés en prescrivant certaines conduites, certains comportements aux élus dans le but de restaurer la confiance. En réalité, c'est un sujet de recherche que je mène dans ma thèse depuis maintenant quelques années. Autrement dit, au travers de normes qui revêtent différentes formes, qu'elles soient constitutionnelles, législatives ou bien dans des règlements d'assemblée, le droit constitutionnel redéfinit le mandat parlementaire. Dans mes recherches, j'ai pu relever que cette redéfinition passe par au moins 3 vecteurs, 3 déterminants de confiance. On peut citer l'exemplarité parlementaire, la disponibilité parlementaire et la proximité parlementaire. Quelques mots sur chacun de ces vecteurs. Concernant l'exemplarité que les élus recherchent, qu'on essaye d'imposer aux élus par des normes, je vous renvoie au panel de cet après-midi sur l'exemplarité politique. Vous aurez tout le loisir d'en apprendre plus sur ce sujet. Juste à titre d'apéritif, peut-être la définition d'Éric Buche de l'exemplarité politique, et Éric Buche qui sera dans ce panel-là, qui nous dit qu'il s'agit de l'ensemble des règles qui imposent aux gouvernants des normes de comportement et qui encouragent les gouvernants à la vertu. Ces normes imposent également des contrôles renforcés aux gouvernants par rapport au droit commun afin de favoriser leur dévouement au bien commun. À titre d'exemple de ces règles d'exemplarité, on peut citer les règles qui encadrent la rémunération et les avantages pécuniaires des élus, les indemnités parlementaires, les pensions, nombreux scandales qui ont été éclatés ces dernières années à ce sujet, les règles qui visent à augmenter la transparence de la vie parlementaire en obligeant les mandataires à déclarer leur mandat, leur rémunération, ou encore les règles qui visent à limiter les conflits d'intérêts via des incompatibilités, via l'encadrement des activités de lobbying, etc. Deuxième vecteur de confiance sur lequel les élus travaillent, c'est la disponibilité. La focale, ici, elle va plutôt être mise sur la capacité des élus à s'investir pleinement dans les missions qui leur sont confiées. On veut s'assurer que l'élu ne se disperse pas. En termes de règles, on peut ici à nouveau citer la question des incompatibilités qui peuvent parfois obliger les élus à renoncer à certains mandats de manière à se consacrer pleinement à celui ou ceux qu'ils conservent. On peut également mentionner les règles qui visent à lutter contre l'absentéisme parlementaire, par exemple en diminuant la rémunération des élus en fonction de leur nombre d'absences. Enfin, dernier vecteur de confiance qui est mobilisé par les gouvernants, c'est celui de la proximité parlementaire. Elle peut se comprendre de plusieurs façons. Premièrement, la proximité au sens d'une meilleure représentativité des élus.
en ce sens qu'ils vont adopter des normes qui visent à augmenter la présence de certaines catégories de la population au sein des assemblées. Un exemple parmi tant d'autres, améliorer la représentation des femmes au sein des assemblées. Deuxième sens de la proximité, plutôt un sens géographique. On peut ainsi examiner les réformes qui concernent le tracé des circonscriptions électorales pour rapprocher les élus de leurs représentés, et aussi les normes qui visent à encadrer les contacts directs entre les élus et leurs représentés. En Belgique, on parle de permanence sociale. Enfin, dernière façon d'envisager la proximité, c'est celle au sens d'une participation plus directe des élus à la chose publique. On peut à cet égard élargir les conditions d'électorat et d'éligibilité en mettant en place différents instruments de démocratie participative. Vous en avez certainement déjà entendu parler, les consultations populaires, les référendums qui ne sont pas possibles en Belgique, ou les mécanismes de participation et de délibération citoyenne. Les effets de ces règles dont je viens de vous parler, ils sont compliqués à évaluer. On y reviendra avec Céline un peu plus tard dans notre exposé. Mais on peut poser un constat d'emblée à ce stade. L'interdiction du mandat impératif, le fait d'agir dans l'intérêt général ainsi que ces normes d'exemplarité, de disponibilité, de proximité parlementaire, c'est l'objet officiel, celui qui est décrit, qui est formalisé en droit constitutionnel. Donc selon les gouvernants, c'est ce qu'ils doivent faire pour restaurer, maintenir, favoriser la confiance avec les représentés. Toutefois, cet objet officiel, il est partiellement différent de l'objet réel de la confiance des représentés envers leurs représentants. Je m'explique. En nous appuyant sur des études empiriques, on constate que les attentes réelles des représentés ne sont pas toujours les mêmes que celles auxquelles le droit pense devoir répondre. On remarque ainsi que les représentés attendent de leurs représentants qu'ils agissent dans leurs intérêts individuels, ou à tout le moins catégoriels, et non pas dans l'intérêt général, comme c'est préconisé par le droit constitutionnel. Mais aussi, on remarque dans les études l'importance pour les représentés que leurs représentants tiennent leurs promesses électorales. Or, comme je vous l'ai expliqué au tout début, le mandat impératif est interdit en droit constitutionnel. Par ailleurs, selon toujours ces statistiques, les questions d'intégrité, de transparence, de probité sont en réalité mises au second plan par rapport à celles de l'efficacité des politiques publiques. Il n'en reste pas moins, c'est là qu'il faut apporter un peu de nuance, que les attentes des citoyens restent variables. Il faut analyser leur comportement et en réalité, on voit qu'il y a une combinaison des modèles qui fondent les jugements sur ce qui est acceptable ou non pour les représenter vis-à-vis de leurs représentants. Je cite Pierre Lascoum, un sociologue français, qui dit « Les citoyens ne sont ni des légalistes pointilleux, ni des moralistes radicaux, mais pas davantage des profiteurs cyniques ou des sujets ne valorisant que l'efficacité politique sans considération éthique, d'où l'importance de ces deux pans. » Enfin, la question de la proximité sur laquelle travaillent les élus semble quant à elle recevoir aussi un écho parmi les préoccupations citoyennes. Aussi, cette importance pour la proximité permettrait même, selon certaines études, de pallier les soupçons relatifs à un manque de probité des élus. Je m'explique. La proximité des élus permettrait en réalité de les personnaliser, de les excuser en les humanisant et en banalisant leurs éventuelles pratiques déviantes. On voit ici que des interactions peuvent avoir lieu entre les différents déterminants de la confiance dont je vous ai parlé. Et je laisse maintenant la place à Céline pour examiner les deux prochaines relations de confiance. Alors, le droit constitutionnel organise également, au-delà du rapport entre représentés et représentants, un rapport de délégation de pouvoir entre le Parlement et le gouvernement qu'il saisit en empruntant précisément la grammaire de la confiance. Alors, la relation qui est ainsi organisée est sans doute décrite comme une relation de confiance parce qu'il s'agit là tout simplement d'un héritage des premiers temps du parlementarisme où existaient effectivement des relations de confiance interpersonnelles, des rapports de truster à trustee, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on ne peut manquer de remarquer qu'il existe une diversité de pratiques de la confiance qui peuvent être très variées, existant entre Parlement et gouvernement, qui vont du soutien diffus, de l'absence de défiance dans le parlementarisme négatif, à des formes de confiance interpersonnelle si on examine les rapports entre les individus qui forment la collectivité ministérielle et la majorité. La formalisation dans le droit constitutionnel de cette relation de confiance, et je me concentre ici sur les régimes parlementaires, varie considérablement, depuis sa rationalisation plus ou moins complète,
avec les risques qu'elle engendre, jusqu'à l'inexistence de règles écrites. Alors l'explication dans la littérature, en sciences sociales et en sciences politiques, des relations de confiance interinstitutionnelles, qui sont donc le type de relations que j'étudie maintenant entre Parlement et gouvernement, fait ressortir l'importance des boundary spinners, c'est-à-dire des passeurs de frontières, c'est-à-dire des individus qui relient deux institutions l'une à l'autre. En gros, la confiance interinstitutionnelle doit se comprendre surtout par rapport à la confiance, à l'évaluation subjective de ces passeurs de frontières. C'est notamment ce qui ressort de la littérature en management, organisation des institutions. Or, on ne peut manquer de constater que le droit constitutionnel encadre finalement peu cette relation de confiance qui vient des boundary spinners, des passeurs de frontières. Ainsi, la responsabilité ministérielle est souvent un angle mort des règles formelles du droit politique. En Belgique, par exemple, en France comme au Royaume-Uni, la responsabilité ministérielle a été moins concernée par le mouvement de rationalisation, qui s'est surtout concentré sur la relation de confiance entre Parlement et gouvernement. Sur un autre plan, le rôle des chefs de groupe, de l'autre côté, reste aussi ambigu. On considère classiquement que, en ce qui concerne maintenant l'objet de cette relation de confiance, c'est la déclaration de politique générale, l'accord présenté sur les politiques à mener, plus largement l'identité de vue qui est l'objet de la relation de confiance entre Parlement et gouvernement. Mais cette question pose directement, enfin cette définition par le droit constitutionnel pose directement au moins deux questions. La première est celle de la relation entre, et comme chez l'ENA, l'objet officiel ou déclaré de la confiance, par exemple la déclaration gouvernementale en Belgique, et l'objet réel, politique, l'accord entre les parties, voire des accords non publics. Il apparaît clairement qu'une partie importante, peut-être même la plus importante de l'objet de la confiance entre Parlement et gouvernement, est rétive en fait à être enfermée dans des mécanismes de formalisation juridique. Seconde question, c'est que certaines évolutions amènent à penser que la confiance entre Parlement et gouvernement n'est plus entendue seulement par rapport au pouvoir attribué, ce qui est l'objet des théories de la responsabilité politique, mais de manière plus générale par rapport à une certaine idée d'accountability plus large, de respect de principes éthiques notamment. Bien sûr, le principe de responsabilité ministérielle, par exemple, a toujours impliqué une forme d'obligation de sincérité, de vérité, pour permettre le bon fonctionnement du système. Les ministres ont l'obligation de répondre aux questions des parlementaires. Mais ce que l'on croit déceler, c'est que la confiance est désormais plus largement reliée aux questions d'intégrité, de sincérité, de vérité, d'exemplarité du gouvernement et de ses membres. On restera ainsi attentif, nous semble-t-il. Il faut être attentif à cette révolution, car la accountability, le respect de l'intégrité, de la probité, de la transparence, ne suffisent pas dans une démocratie parlementaire. Le principe cardinal de la responsabilité politique, portant en effet sur le pouvoir attribué, et pas seulement sur le respect du droit ou de principes éthiques. Pas seulement donc, ça peut être une étape intéressante, mais pas suffisante. En conclusion, il ressort de nos développements, ces deux premiers points, que le régime parlementaire s'est construit originellement à partir de relations interpersonnelles de confiance, que la confiance est rapidement apparue comme une nécessité pratique, que cette confiance est devenue un élément de justification du pouvoir exercé, que ce mécanisme de justification présume désormais une relation de confiance. On fait comme s'il existait une relation de confiance, sans toujours, si on confronte cette présomption avec des documents empiriques, que la question de savoir si cette relation de confiance existe réellement soit toujours très claire. Dernière relation de confiance, c'est la relation entre gouvernant et gouverné. C'est celle qui reçoit le moindre degré de formalisation en droit constitutionnel. Ce lien de confiance-là, en réalité, est censé, du point de vue du droit constitutionnel, être pris en charge par le mécanisme de la responsabilité politique qui peut s'entendre de manière large. C'est en effet ce mécanisme d'imputation qui est censé être la garantie immédiate de la relation de confiance établie de manière indirecte. Mais plus largement, et là je vais me référer à ce que la professeure Baratas vient de dire, on doit considérer que la relation de confiance gouvernant-gouverné est encadrée par le principe de l'état de droit et la reconnaissance et le respect de droits humains. Et on y reviendra dans la suite de ce colloque. Le principe de l'état de droit, qui soumet donc l'ensemble des pouvoirs au droit et à certains contrôles, est ce qui permet la confiance du gouverné, au moins
dans le fait qu'il ne sera pas soumis à un pouvoir arbitraire. Les droits fondamentaux, expression de la confiance de l'État vis-à-vis des citoyens, dans une certaine mesure, permettent à ce citoyen de garantir la confiance qu'il a placée dans l'État. Alors, je terminerai sur cette relation de confiance en disant qu'elle reste largement indéterminée, on le disait, et que les évolutions récentes tendent à multiplier plutôt les règles éthiques et déontologiques dont les effets sont complexes à évaluer. Je passe justement à la question des effets. Et donc, à notre deuxième partie, le rôle du droit constitutionnel dans la fabrique de la confiance. Comme on l'a vu, le droit constitutionnel a tendance, ces dernières années, à réinvestir la question de la confiance, surtout par l'élaboration de normes qui visent à instaurer davantage d'éthique, d'intégrité, de transparence. Alors, ce qu'on va se poser comme question ici, c'est dans quelle mesure le droit constitutionnel peut potentiellement, mais c'est potentiellement parce que, comme on l'a dit, pas mal de facteurs restent en dehors de la possible saisie par le droit constitutionnel, peut donc potentiellement, est susceptible de contribuer à resserrer un lien de confiance qu'on postule abîmé. Notre hypothèse ici, c'est que le droit constitutionnel peut être, dans une certaine mesure, une source de confiance, mais toutefois, on rappellera directement que toutes les pratiques de confiance ne sont pas toujours bonnes à prendre, on l'a déjà dit. Il y a certaines confiances qui ne sont pas valables en démocratie. Donc il faut aussi introduire ici un jugement normatif. Par exemple, la confiance induite par les pratiques du clientélisme, on sera d'accord qu'on n'en a pas tellement envie. Donc il faut non seulement regarder dans quelle mesure le droit constitutionnel peut potentiellement créer de la confiance, mais également peut-être trier les formes de confiance qu'il peut contribuer à renforcer. Alors, je ne reviens pas ici sur la grille d'analyse normative que nous empruntons au sociologue Klaus Hoff, on laisse ça pour l'écrit, c'est un peu complexe, et je passe aux différentes pistes que nous avons identifiées, en passant d'abord la parole à Léna pour la relation représentante. Merci beaucoup. Alors, donc deuxième partie de l'exposé, c'est quel est le rôle du droit constitutionnel dans la fabrique de la confiance. À nouveau, petite interlude, je reviens pour vous parler de la relation de confiance entre les représentants et les représentés. Et plus particulièrement, c'est un peu mon dada ici, je m'intéresse à l'impact des règles d'éthique politique sur la confiance. Alors, comme je l'ai dit dans mon exposé il y a quelques minutes, le droit public, il semble privilégier une vision de la confiance politique qui est fondée davantage sur l'intégrité des gouvernants plutôt que sur leurs compétences, alors que dans les sciences sociales et politiques, les deux dimensions reçoivent un intérêt d'égale importance, voire même parfois la question de la compétence surpasse celle de l'intégrité. En choisissant d'axer leurs règles sur l'exemplarité, l'éthique, la déontologie politique, les gouvernants vont se concentrer davantage sur ce qu'on appelle une valeur de vérité, qu'on aurait dû un petit peu vous expliquer avec Céline, mais voilà, c'est compréhensible quand même. Et en faisant cela, les gouvernants, en réalité, ne mesurent pas les effets paradoxaux potentiels de ces règles d'éthique, d'exemplarité. Elles ont en effet, premier effet pervers, le fait de mettre en évidence aux yeux du citoyen que ce qu'il considère comme un acquis, le fait que les gouvernants doivent faire preuve de vertu, de probité, doit être consacré par des normes, ce qui suscite en effet la méfiance, puisque cela signifie que cela n'est pas naturel, que cela doit être provoqué, ça doit être consacré en droit pour que cette probité puisse être effectivement appliquée par les gouvernants. Permettez-moi également d'aborder un autre effet contre-productif de ces règles. Si l'on adopte de telles règles et qu'on met en place des dispositifs de contrôle adéquats pour voir si elles sont bien appliquées, on est par définition plus susceptible d'identifier et de sanctionner des comportements déviants. Pour l'exprimer autrement, puisque l'on a des normes qui sanctionnent des comportements, il est probable que ces comportements surviennent à l'issue d'un contrôle. Or, si on met en comparaison un régime politique où il existe de telles normes d'éthique avec un régime qui est plus ou moins attentif à l'intégrité du monde politique et où ces normes font parfois défaut, le risque de scandale, d'affaires, d'infraction sera plus grand dans l'État où les contrôles sont effectifs. Tout ça pour vous dire que cela risque de donner l'illusion aux citoyens lambda que le monde politique, où les règles de déontologie existent, serait moins honnête que l'État où ces règles font défaut. Il y a donc un piège, puisque ces normes et leurs sanctions génèrent une plus grande suspicion. Autre effet contre-productif,
Lorsqu'il existe des règles de déontologie et d'éthique, les élus peuvent tenter de les contourner et de déployer alors d'autres comportements pour y échapper. Il en résulte en réaction une tendance à l'accroissement du nombre de règles de déontologie et d'éthique pour couvrir ces nouveaux comportements déviants. Pour l'exprimer autrement, les règles de déontologie vont avoir tendance à se multiplier, d'où une difficile lisibilité. C'est le cas par exemple en droit constitutionnel belge où on a des normes éparses sous différentes formes, mais aussi d'où une élévation des attentes des représentés à l'égard de leurs représentants. En conclusion, ces règles centrées sur l'éthique de l'élu, qui ne cessent d'augmenter et dans le même temps de révéler davantage de comportements déviants, ont pour conséquence qu'elles agissent un peu à la manière d'un pompier pyromane. Mais alors, je suis assez rétive, négative face à ces normes, mais quel peut être le rôle du droit constitutionnel dans la fabrique de la confiance entre représentants et représentés ? Je suis un peu moins négative maintenant, puisque notre hypothèse est de dire qu'il ne faut pas oublier toutes les règles qui visent à renforcer les exigences en matière de conflit d'intérêts, d'éthique et de transparence. Elles sont nécessaires, elles sont utiles, parce qu'elles permettent de prévenir certains comportements déviants qui suscitent la méfiance des représentés. Toutefois, elles ne peuvent avoir cet effet que si elles parviennent effectivement à prévenir ces comportements. En d'autres termes, selon nous, ces règles ne sont susceptibles de favoriser la confiance que lorsque les parlementaires s'y conforment, et si ce n'est pas le cas, s'il y a violation de ces règles, si des sanctions s'ensuivent et qu'elles sont effectivement appliquées. Céline, je te laisse la parole. Merci Léna. Alors, en ce qui concerne la relation de confiance entre Parlement et gouvernement, dans les études empiriques, on peut constater que la confiance dans la fonction de contrôle du Parlement est corrélée avec la confiance dans le gouvernement national au niveau national. Donc, il ressort de ces études empiriques qu'il y a donc un enjeu à clarifier l'exigence de confiance, à renforcer les mécanismes d'autorisation, de contrôle, de responsabilité, de reddition des comptes. Alors, force est de constater que ce n'est pas précisément ceci qui a été au cœur de la réflexion sur le régime politique, quand il y a eu réflexion sur le régime politique en droit constitutionnel, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, par exemple, la rationalisation a surtout recherché la stabilisation, pas forcément l'approfondissement de la relation de confiance. Et stabilisation et relation de confiance, ce n'est pas forcément la même chose. Ça se déduit des présentations précédentes. La rationalisation, en effet, en tout cas en Belgique, mais aussi ailleurs, maintient des zones grises où le gouvernement peut gouverner sans confiance, en entretenant une distance entre confiance et responsabilité. Et en Belgique, on en sait quelque chose, avec les affaires courantes. La rationalisation n'a pas forcément favorisé un renforcement de la responsabilité ministérielle, entendue comme responsabilité sur le pouvoir confié. Et la rationalisation n'a pas forcément non plus toujours favorisé l'établissement de relations de confiance stables. Et j'ajoute que le développement d'un corps de règles en matière d'éthique des gouvernants ne suffit pas. Ça ne suffit pas puisque ça ne couvre pas l'entièreté de l'ambition de la responsabilité politique. Donc on peut poser l'hypothèse qu'approfondir, clarifier et renforcer la responsabilité politique pourrait être une piste pour renforcer la confiance, et on renvoie à ce qui sera développé là-dessus demain. Dernière relation, la relation entre gouvernants et gouvernés. De nombreuses règles aujourd'hui prétendent réarticuler la relation entre gouvernants et gouvernés vers davantage de lisibilité, de vérité, de transparence, de sincérité. Si a priori ça semble une bonne idée, il y a des risques et des effets paradoxaux. Comme Léna l'a rappelé, attention à ne pas ajouter de la complexité à la complexité, de l'illisibilité, elle-même source de méfiance. Attention aussi au déclin de la confiance engendré par l'ineffectivité des règles, comme Léna l'a rappelé. Et puis, on voudrait attirer l'attention sur un point. Ces règles, axées donc de nouveau sur la dimension vérité dans la théorie de Hoff, qui l'oppose aux valeurs liées à la justice, en gros, ne suffisent pas, de nouveau. Car ce qui reste décisif, à nouveau, c'est la responsabilité sur le pouvoir attribué. Ainsi, on peut poser l'hypothèse que ce qui pourrait vraiment contribuer à renforcer la responsabilité, la confiance, c'est le renforcement de la responsabilité, de la réactivité, de la lisibilité. Alors, plus largement, et j'en terminerai par là, ce sera sous forme de conclusion, plus largement, au-delà des relations que l'on a dessinées, on peut se demander si toutes ces réflexions n'invitent pas, en fait, à deux réflexions plus globales. Premièrement,
sur le rôle du droit constitutionnel dans la construction et dans la confiance politique. Premièrement, on pose l'hypothèse qu'une des manières de résoudre pour le droit constitutionnel de participer à la question de la crise de la confiance politique, c'est d'éviter de réduire la représentation au mandat électif en reconsidérant plus profondément la relation de représentation au fondement des institutions politiques. Je m'explique. Le droit constitutionnel et la littérature de droit constitutionnel ont eu tendance à réduire la question de la représentation au mandat électif, donc à l'autorisation. Ceci s'explique par l'analogie avec les figures du droit privé, que sont d'une part le mandat et d'autre part le trust. Cette analogie elle-même renforce, dans un cercle vicieux, la réduction au mandat électif. Cette analogie implique certains pièges. Elle favorise une approche volontariste de la représentation, et là je reprends ce que Samantha Besson a dit là-dessus, par consentement, qui invite à considérer le rapport de représentation comme, là c'est nous qui ajoutons, de la confiance décidée. Or ce n'est pas toujours le cas. Parfois on est simplement dans du soutien diffus, dans d'autres types de pratiques de confiance. Autre piège, il y a une tendance à surinvestir le rapport du mandant au délégataire et à ne pas considérer la mutualité de la relation entre représentants et représentés. À nouveau, je reprends ici les propos de Samantha Besson sur ce point. Ceci amène à considérer que le rapport éventuellement qualifié de relation de confiance est envisagé de manière figée, sans considérer la question de la réciprocité et des cercles de la confiance. La réduction de la représentation au seul mandat électif a sursimplifié la représentation. Cette sursimplification, nous posons l'hypothèse, contribue d'une crise de cette dernière et, in fine, d'une crise de la confiance. On a tendance donc à oublier que le propre du rapport de représentation, et je reprends Samantha Besson encore, est d'être construit et reconstruit au cours de la relation de représentation, d'où l'importance de la participation et de la délibération constante des représentés et des représentants. Si on accepte notre hypothèse, alors le droit constitutionnel peut potentiellement renforcer la confiance. S'il renforce et approfondit les relations d'autorisation, de contrôle et de reddition des comptes, par la participation et la délibération, en envisageant la relation représenté et représentant comme dynamique, construite et non figée et unilatérale. Les analyses empiriques, que nous avons consultées abondamment, viennent confirmer l'idée qu'un tel approfondissement permettrait de jouer positivement sur la confiance. Ainsi, l'étude de 2024 de l'OCDE sur la confiance politique montre que, je le cite, l'impression d'avoir une influence sur les processus politiques et, dans une moindre mesure, la confiance des individus quant à leur participation dans la vie politique constituent des déterminants majeurs de la confiance envers le gouvernement entendu au sens large. Or, justement, plusieurs analyses tendent à conforter ceux qui pensent ne pas avoir leur mot à dire sur les politiques menées par les gouvernements. Ainsi, des études empiriques, fortement contestées, mais je vais quand même les citer, notamment sur la politique américaine, montrent que cette politique est fortement orientée en faveur des intérêts d'une catégorie de la population, de leurs opinions et de leurs jugements. Ainsi, cette étude montre que les décisions politiques ont tendance à s'aligner sur les préférences et les jugements des plus riches, et moins sur celles des plus pauvres. Mutatis mutandis, et de manière plus étonnante, une étude menée en Allemagne aboutit aux mêmes conclusions, à cadre institutionnel pourtant très différent. Un enjeu crucial à partir de ces deux études est donc, sans doute, d'assurer une réactivité égale du système politique, clé de l'égale autonomie de chacun, en veillant à multiplier, en tout temps, les moments d'autorisation, de contrôle, de reddition des comptes par la participation et la délibération. C'est là une hypothèse. Deuxième point de notre conclusion, c'est le fait que le droit constitutionnel doit continuer de participer au processus de différenciation qui lui-même peut participer de la confiance. Il réduit les risques et la vulnérabilité en organisant la méfiance et en instaurant la confiance dans les procédures de méfiance. D'où l'importance de bien garder le cap sur le respect de l'état de droit et des droits humains, qui sont des clés pour les institutions de la méfiance et pour la confiance dans les procédures de méfiance. Et dernier point, et là on fait référence à la théorie de Clausewhoff, on a eu tendance à développer davantage le volet vérité des ressorts de la confiance politique, et moins le volet justice.
D'où 2 questions, et je vous laisserai avec ces questions. Ne faudrait-il pas, dans nos réflexions sur la confiance, systématiquement considérer la manière dont le droit constitutionnel peut renforcer ce volet justice, c'est-à-dire l'équité intergénérationnelle et intragénérationnelle, et ça pose notamment la question des droits sociaux. Et autre question, ne faudrait-il pas relire la question de la confiance dans les institutions, comme posant aussi une question sur la capacité de ces institutions à incarner et à porter dans leurs actions la solidarité et la justice? Si oui, cela redirige considérablement nos réflexions, notamment vers la relation entre droit constitutionnel, politique et économie. Je vous laisserai sur ces vastes questions et je vous remercie pour votre attention.